Bienvenue sur Good Visa, le podcast pour prendre soin de soi et découvrir le monde. Partez à l'exploration de votre monde intérieur et de celui qui vous entoure. Je m'appelle Camille et je vous souhaite une bonne écoute. La plume de l'aventure. Dans cet épisode, je reçois Clémentine Baudet, autrice. En 2018, Clémentine part faire un tour du monde avec son mari. Le Mexique est l'une de leurs premières destinations. Tous les deux, ils vont explorer ce pays pendant plusieurs semaines. Entre l'exploration des ruines mayas et les célébrations avec les locaux, Clémentine va vous livrer leurs péripéties et anecdotes de voyage. À son retour, après 14 mois de périple et 23 pays visités, Clémentine se lance dans un projet fou avec sa cousine. Écrire un livre-jeu interactif où le lecteur est le héros de son voyage. Elle va nous raconter l'évolution et l'aboutissement de ce livre qui nous embarque dans une aventure hors du commun où le déroulement varie en fonction de nos choix. Je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Clémentine. Bonjour Camille. Comment tu te sens aujourd'hui ? Très bien, je suis très heureuse d'être ici et de retourner dans les souvenirs du tour du monde. Super. Et moi, comme je te disais juste avant qu'on commence, je suis ravie qu'on se rencontre enfin, car donc à chaque fois, j'explique un petit peu comment les invités se sont retrouvés là. Et avec toi, c'est assez drôle parce que c'est la première fois que quelqu'un me contactait pour me dire, voilà, peut-être qu'on pourrait faire un épisode de podcast. Et moi, ça m'a énormément flattée. Et surtout, quand tu m'as expliqué ton projet, je me suis dit, mais c'est juste parfait, ça colle tellement au podcast, ça... Voilà, c'était une évidence. Donc, je vais t'inviter à te présenter dans un premier temps, comme ça on laisse un petit peu de suspense. Moi, du coup, je suis Clémentine Baudet, j'ai 32 ans et je suis autrice. Donc, j'ai deux passions dans la vie, c'est l'écriture et la lecture. C'était une passion depuis toujours. Et puis aussi le voyage. Et j'ai un livre qui est sorti là il y a tout juste 10 jours exactement. Qui combine donc les deux parce que c'est un livre-jeu sur le tour du monde. Donc voilà, qui s'appelle Voyage, Voyage, le tour du monde dont vous êtes les héros et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Super. Et effectivement, moi, ça a été un énorme coup de cœur parce que donc ce livre, Voyage, Voyage, le tour du monde dont vous êtes le héros, c'est pour expliquer à l'audience, peut-être que les gens se rappellent dans leur enfance, il y avait certains livres où on disait, par exemple, si vous choisissez de prendre telle porte, allez à la page 12, ou si vous choisissez de suivre tel héros, passez à la page 48. Et ce genre de livre, je trouve qu'il y en a... Enfin, corrige-moi si je me trompe, mais il y en a plus vraiment, j'ai l'impression, ou en tout cas pas pour les adultes. Il y en a beaucoup pour la jeunesse, mais c'est vrai qu'il y en a moins pour les adultes, et surtout, il y en a pas sur le voyage, enfin, il y en a pas dans le rayon tourisme, au guide de voyage, au conseil voyage, donc c'était un concept inédit. Et c'est super que vous ayez lancé ça parce que donc on va en parler en deuxième partie du podcast. C'est un vrai trésor, je trouve, de ressources sur les voyages. On apprend plein de choses et surtout donc on est le héros de notre propre histoire. Donc avant qu'on se lance dans cette partie-là, donc on a échangé un petit peu avant de lancer le podcast et tu as donc parcouru le monde, tu as fait énormément de destinations, donc c'est vrai que pour choisir le pays coup de cœur, ce n'était pas une mince affaire et je t'ai proposé qu'on parte sur le Mexique parce que c'est une destination qui m'intrigue depuis très longtemps. Donc est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené au Mexique ? Alors en fait déjà mon livre Voyage Voyage, je l'ai pas écrit toute seule, je l'ai écrit avec ma cousine donc Caroline Laloux. Et en fait, on a le même âge, on a toujours fait plein de choses ensemble. Et il s'est avéré que elle est partie en voyage, enfin c'était pas un voyage, un échange universitaire au Mexique. Exactement en même temps, moi je partais pour mon premier voyage. J'avais réussi à obtenir un stage à New York. Elle a adoré son expérience et elle a eu l'occasion de m'en parler parce que juste avant de partir du Mexique, elle est venue me voir à New York. Du coup, elle m'a parlé en long, en large et en travers du Mexique. Elle m'a donné trop envie d'y aller et voilà. Après, je suis rentrée à Paris et après ça, je suis partie m'expatrier à Londres. J'ai refait un master et j'ai commencé à travailler là-bas. Et ma cousine continue à me parler du Mexique. Enfin, elle a vraiment eu un coup de cœur énorme.
En fait, quand on était à Londres, on pensait pas rester très longtemps. Voilà, je voulais faire mon master. Et après, on avait pour projet, donc avec mon copain mon copain de l'époque qui est maintenant mon mari, qui, en fait, je l'ai pas précisé, mais j'avais été toute seule à New York. On était déjà ensemble. Et après, il m'avait suivi à San Francisco. On avait été ensemble à San Francisco et on s'était expatriés ensemble à Londres. Et on avait pour projet de s'expatrier en Australie. Donc, on faisait des économies pour. Et finalement, on est resté à Londres un peu plus longtemps que prévu. En partie parce que ma maman est tombée malade, elle a eu un cancer. Et en fait, quand j'étais à Londres, je pense que c'était quand j'étais à Londres. Non, même pas, c'était avant de partir à Londres. Je pense que c'était à peu près au même moment, juste après que ma cousine était au Mexique, j'ai vu un film qui s'appelait The Book of Life. Je crois que ça s'appelle Les Aventures de Manolo en français. C'est un dessin animé et La légende de Manolo. C'est un dessin animé et en fait, c'est sur le jour des morts au Mexique. Et ça m'avait énormément marqué parce que je venais de perdre mon grand-père. C'est incroyable cette façon qu'ils ont de célébrer les morts plutôt que de pleurer ou d'être triste et de faire toute cette fête autour. Ça m'avait énormément intriguée. Et en fait, donc après, ma maman est décédée. Mais on avait toujours en tête cette idée de s'expatrier en Australie. Et on s'est dit, on part de Londres un mois avant le mariage, comme ça on a le temps de préparer le mariage, on se marie en France et après on repart quelque part. Et en fait, on a commencé à réfléchir et assez vite on s'est dit, finalement on a économisé plus que ce qu'il nous fallait pour s'expatrier en Australie. Puis l'Australie, ça a l'air chouette, mais en fait, il y a plein d'autres pays qui nous tentent. Et on s'est dit, mais si on partait faire un tour du monde? Génial. Et du coup, et c'est à peu près aussi au même moment qu'il y a le film Coco qui est sorti. Donc encore sur le jour des morts au Mexique. Et en fait, on s'est dit, ok, on planifie notre tour du monde, on n'a pas vraiment d'impératif, on n'a pas vraiment de... Ouais, on n'a pas d'impératif, mais par contre, on aimerait vraiment bien faire le Mexique. Et j'ai dit à mon mari, moi, je veux y être pour le jour des morts. Et donc voilà, donc du coup, c'était un peu... le gros point de notre tour du monde, c'était d'y être pour cette célébration. Oui, le Mexique t'appelait déjà depuis un moment, en fait. Donc c'est vrai que si on fait un petit résumé sur le Mexique, donc c'est en Amérique du Nord, ça partage ses frontières avec les États-Unis, enfin les États-Unis au nord et le Guatemala et Belize au sud, l'océan Pacifique à l'ouest, le golfe du Mexique, la mer des Caraïbes à l'est. C'est vraiment très diversifié de ce que je comprends en termes de paysage, avec des montagnes avec la Sierra Madre occidentale et orientale, il y a des vastes plaines, il y a des jungles au sud, c'est vraiment... Je me rendais pas compte en fait que c'était aussi diversifié que ça. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer combien de temps vous êtes resté et si vous aviez un itinéraire particulier en tête parce que tu voulais y être pour Dia de los Muertos. Super accent au passage. Et est-ce que vous aviez un planning particulier en tête? On n'avait pas vraiment de planning. Je pense qu'il y a une chose dont on se rend pas forcément compte quand on connaît pas le Mexique, c'est que c'est hyper grand. En fait, au final, c'est aussi grand que, ça fait la superficie des États-Unis, quoi, la largeur des États-Unis. Donc, en fait, on y a passé 2 mois au total. Enfin, il y a tellement à faire, en fait. Mais donc, en tout cas, vous êtes passé donc par Mexico. Donc, j'ai été jeter un petit coup d'œil sur ton blog où tu rappelles que c'est donc la ville la plus peuplée, d'Amérique du Nord, la plus grande agglomération de langue espagnole dans le monde. Donc là, vous avez pu visiter cette ville. Qu'est-ce que tu as ressenti à Mexico? Qu'est-ce que tu en as pensé? Déjà, pour nous, en fait, c'était vraiment le début de notre aventure en arrivant à Mexico. Parce que, au final, on avait déjà beaucoup voyagé, mais toujours soit en Europe ou aux États-Unis. Et en fait, là, le début de notre tour du monde, l'Alaska, c'était des paysages qu'on n'avait jamais vus, mais c'était les États-Unis. Ensuite, c'était le Canada. Ensuite, on est retourné aux États-Unis. Enfin, c'était que des endroits connus. On a été beaucoup voir des amis en plus. Et là, Mexico, c'était vraiment pour nous la première fois qu'on allait en Amérique centrale ou même au final dans un pays moins occidental, enfin plus différent de ce qu'on avait déjà fait. En fait, surtout en venant juste des États-Unis, les Américains, ils ont des avis très controversés sur le Mexique. Soit ils adorent, soit ils vont dire ah c'est horrible, tu vas te faire enlever dans un taxi. Enfin, et du coup, et on savait que pour le coup, Mexico, c'était un peu comme Paris, enfin la grosse ville où il peut y avoir de l'insécurité, des pickpockets. Et donc on y allait un peu, on savait pas trop sur quel pied danser, on va dire. Et en fait, on avait pris un logement, enfin on avait bien étudié où loger. On était dans un quartier très sympa.
Et au final, en quelques jours, voilà, on s'est fait rapidement. Enfin, on a assez vite compris, franchement, les bus, le métro. On avait tous les deux des notions d'espagnol. Et puis en fait, Mexico, c'était vraiment chouette. Il y a plein de musées. On s'est découvert une passion justement en Amérique centrale pour les ruines mésoaméricaines, enfin les temples et les ruines mayas et aztèques. Et en fait, du coup, Mexico, il y a à côté, en gros, un petit trajet en bus, il y a le premier gros site Teotihuacan qui est vraiment super impressionnant, où on peut monter sur les pyramides. Et au final, c'est après de Mexico qu'on a pris notre bus pour aller à Oaxaca, qui est la ville où on a fêté le jour des morts. Et en fait, on est arrivé une dizaine de jours avant le jour des morts parce que on voulait justement essayer de trouver le meilleur moyen de le célébrer. On a trouvé un Airbnb et en fait, on est tombé sur un couple hyper sympa. Ils étaient trop mignons. Et en parallèle, moi, j'utilisais beaucoup Meetup. En fait, c'est un site où les gens peuvent dire, bah, par exemple, ah, moi, demain, j'aimerais bien aller au musée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir avec moi? Et en fait, ça marche hyper bien quand on est expatrié, qu'on arrive dans une ville. Et là, j'avais vu qu'il y avait un groupe de locaux de jeunes qui voulaient qui voulaient parler anglais. Du coup, on y avait été et en leur disant, bon, bah, nous, on a un peu un accent quand on parle anglais, mais ça tombe bien parce que nous aussi, on veut parler espagnol. Et du coup, on leur avait dit, ben, nous, on aimerait bien vivre vraiment l'expérience comme vous, quoi, pour le jour des morts. Et donc, ils ont commencé à nous montrer les photos des hôtels qu'ils avaient fait chez eux. Et puis après, ils nous ont dit, bah, il y a des défilés à tel moment dans la ville. Et en fait, c'est vrai que la ville, même une semaine avant, on commençait à avoir des défilés. Il y avait des décorations partout. Ils vendaient partout le pan de muertos. C'est une espèce de brioche qu'ils mangent pour cette fête. Et puis, il y avait aussi plein de petits crânes en sucre ou en chocolat qui se vendaient partout. Et du coup, ils nous ont dit, bah, nous, on vous emmène visiter les cimetières avec nous le soir du 31 octobre. Et ils nous ont dit, bon, bah, avant, il faut qu'on se fasse maquiller, mais on connaît quelqu'un. Et donc, en fait, ils ont, je sais pas, la cousine d'un ami qui est venue en pleine rue nous maquiller. Génial. Et on a eu un maquillage vraiment incroyable en plus. Et du coup, on était tous maquillés. Et puis, on s'est tous entassés dans un taxi parce qu'il faut voir, au Mexique, c'est très courant de voir des voitures avec 6, 7, 8 personnes. Et des motos avec 3, 4 personnes, même des nouveau-nés, des fois, dans les bras, quoi. Enfin... Et du coup, on s'est tous entassés dans une voiture et puis on est parti pour le premier cimetière, qui était un cimetière, un des plus gros cimetières très touristiques. Et du coup, on a commencé à voir le cimetière où c'était complètement la fête, quoi. Il y avait des groupes de mariachi, c'est des groupes de musique mexicains. Les gens dansaient. En fait, les gens pique-niquaient autour des tombes. L'idée, c'est que les morts reviendraient pour une nuit. Et donc, en fait, les familles leur préparent leur plat préféré. Ils leur amènent, je sais pas, les cigares, du whisky. Et du coup, c'est hyper touchant, mais c'est vraiment fait d'une façon très joyeuse parce qu'ils dansent, ils mangent, ils boivent. C'est vraiment célébrer les morts. Et du coup, après, on a été dans un autre cimetière et nous ont emmenés dans un autre cimetière qui était beaucoup plus petit et pour le coup plus intime et plus émouvant. Il n'y avait pas forcément de pierres tombales, c'était souvent juste des têtes de terre, mais qui étaient vraiment décorées de milliers d'œillets d'Inde et de centaines de bougies. Et du coup, juste à côté de l'endroit où on logeait, il y avait un cimetière qui faisait cette célébration le 2 novembre. Et en fait, là, donc c'était pareil, c'était vraiment une super célébration, peut-être encore plus festive que les autres. Enfin, je me souviens vraiment de plein de groupes de mariachi, il y avait de la musique partout. Et en fait, d'un coup, il y a eu des coups de feu. Et là, tout s'est arrêté, toute la musique, tout est devenu super silencieux et on a vu tout le monde qui commençait à se cacher derrière les tombes. Nous, on n'a pas trop compris ce qui se passait. Et en fait, ils ont fermé les portes du cimetière, ils nous ont enfermés à clé dans le cimetière. Et donc, bah là, franchement, on s'est vraiment demandé ce qui se passait, on comprenait pas trop. On a parlé un peu autour de nous et on a compris qu'en fait, on a entendu aussi, des éclats de voix, une dispute. En fait, c'était de l'autre côté du cimetière. En fait, c'était derrière le mur du cimetière qu'il y avait eu du coup cette dispute. Et du coup, ils nous avaient enfermés pour nous protéger, mais sur le coup, on s'est dit, s'ils viennent dans le cimetière, on est coincés, quoi. Et ben vraiment, tout le monde se cachait et tout. C'était hyper étrange, super silencieux. Et d'un coup, ils ont rouvert les portes du cimetière et la musique s'est remise en route et puis tout est reparti. Comme si de rien n'était, en fait. Et ouais, et nous, on était super mal et du coup, on est sortis, on est rentrés vraiment en courant chez nous. Et puis, on en a parlé tout de suite à notre famille et tout. Et en fait, ils étaient, ça arrive. Ah oui.
Oui, donc au final, la violence peut être présente là-bas et ils ont peut-être tendance à, enfin sans tomber dans des généralités, mais à trouver ça presque normal et ça fait partie de leur quotidien, tu penses? Ben, je pense que c'est moins, enfin, c'est moins un événement qu'en France, on va dire, ouais. Oui, nous, ça aurait fait la une des journaux. Bah oui, enfin, mais là, bon, bah, apparemment, ça arrive, quoi. Et je pense que le port de l'arme est pas non plus aussi réglementé. C'est vraiment différent et nous, ça nous faisait froid dans le dos, mais enfin, c'était plus ou moins normal. Et peut-être pour préciser quand même, donc El Día de los Muertos est fêté depuis plus de 3000 ans au Mexique et c'est devenu voilà une célébration mexicaine populaire et très importante. Donc il y a eu le film, comme tu le mentionnais, Coco des studios Pixar, Disney Pixar qui est sorti en 2017 et c'est vrai que de ce que tu nous décris, ça fait vraiment écho au dessin animé avec cette célébration familiale qui rend hommage aux proches disparus, c'est très festif, coloré. Oui, en fait, en plus, c'est pas dit dans le dessin animé, mais en fait, ça se passe à Oaxaca. Et les créateurs se sont inspirés de cette ville. Et c'est vrai qu'on le retrouvait, en fait, même au marché. Enfin, j'en parle plus dans notre blog, mais enfin, du coup, on a un blog qui s'appelle Voyage de miel où on a vraiment décrit tout ce qu'on avait fait au Mexique. Et justement, le El Día de Muertos, c'est un des articles les plus lus. Et mais enfin, en tout cas, le film était vraiment. Enfin, on a trouvé que c'était incroyablement proche de la réalité. Même les alebrijes, les petits animaux qui sont présents dans le film, qui ont l'air un peu de petits animaux fantastiques, en fait, c'est une tradition locale où, selon sa date de naissance, on a un alebrijes et en fait, c'est des petites statues qui sont faites en bois et on a visité des ateliers. Enfin, vraiment, tout se retrouve. Enfin, ouais, c'était comme dans le film, franchement. Impressionnant. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'ils n'ont pas du tout la même approche que, que nous, par exemple, en France, par rapport à la mort. Est-ce que ça t'a peut-être apporté, enfin, tu me dis si tu ne veux pas, si tu ne souhaites pas répondre, mais est-ce que ça t'a apporté peut-être un certain apaisement par rapport à la mort ou une autre façon de l'approcher? Oui, bah en fait, je me suis dit vraiment, j'aimerais bien faire ça tous les ans au final. Parce que c'est vrai qu'en France, ben, la Toussaint, c'est quand même. C'est une fête un peu glauque, quoi, où on va avec les fleurs dans le cimetière, mais dans les cimetières, enfin, personne parle, tout le monde se recueille ou fait sa petite prière. Et là, je me suis dit, ben, c'était vraiment une si belle façon de célébrer ses morts, même dans leur maison, en fait, parce qu'en fait, tous les ans, ils font un hôtel où ils mettent des photos de la personne et ce qu'elle aimait, enfin, des petites choses qu'elle aimait. Et c'est quand même vraiment une chouette façon de, enfin, même pour des enfants, par exemple, pour leur apprendre des choses sur leurs grands-parents qui sont peut-être pas connus. Et puis, enfin, du coup, c'est vraiment pas tabou. Et c'est vrai que j'ai essayé de le refaire avec ma famille, mais ça marche pas. Enfin, Hmm. je pense qu'on est tellement pas dans ça. Mais j'ai envie de le faire avec mes enfants. Là, ils sont tout jeunes, ils ont 3 et 1 an. Mais j'espère réussir à le faire. Alors peut-être pas forcément à la Toussaint, parce que du coup il y a Halloween, tout ça. Enfin, mais je me disais peut-être aux anniversaires, justement, bah, comme ma mère est décédée, peut-être à l'anniversaire de ma mère, fêter son anniversaire, mais voilà, de façon festive, en disant, bah, on va faire le gâteau au chocolat qu'elle aimait bien et regarder son film préféré. Enfin, C'est chouette, ouais, toute une autre approche. Et si on repart un petit peu dans votre périple, donc là vous êtes allé à, j'ai du mal à le prononcer, Oaxaca. Oaxaca, ouais, c'est très dur à prononcer. Je suis pas sûre de le prononcer bien non plus. Mes années d'espagnol sont très très loin. Après, tu expliques dans ton blog que dans Mexico, il y a aussi un peu le Central Park avec Chapultec, que vous êtes aussi allé dans le quartier Coyoacán, El Centro. En fait, et tu expliques qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire à Mexico. Oui, 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 dans la ville de Mexico, c'est clair, nous on est resté plus d'une semaine, je crois, 10 jours. Et il y avait vraiment énormément à faire. Après, franchement, enfin, tout ce qu'on a fait au Mexique, c'était incroyable. Parce que du coup, au Oaxaca, on y est resté 3 semaines au final parce qu'on s'y sentait vraiment très très bien. Et en fait, on a fait une semaine de cours d'espagnol. Après le jour des morts, en fait, on a, au final, on a en partie financé notre voyage grâce à notre blog. Et on avait eu des sponsors et on a réussi à avoir des réductions sur des expériences ou des choses comme ça, ou des nuits d'hôtel. Et là, il y a une classe de langue qui nous a proposé de nous donner, enfin de nous faire essayer leurs cours en échange qu'on en parle.
Et du coup, on a fait une semaine de cours particuliers, mon mari et moi, c'était trop... Donc on avait chacun notre prof, en plus parce qu'on n'avait pas le même niveau, enfin vraiment incroyable. Et en fait, leur principe, c'était de pas rester dans la salle de classe. Et du coup, par exemple, le prof de mon mari nous a emmenés visiter des ruines mayas à côté de Oaxaca. Enfin, c'était vraiment trop bien. Du coup, on faisait les cours en parlant, enfin en se déplaçant, en visitant des choses. Et ça nous a vraiment aidé. Jusque-là, on se dépatouillait pas trop mal. Et à partir de là, on tenait des conversations, quoi. Ça a été vraiment, ça a été vraiment trop bien. Et après, de Oaxaca, on est descendu dans la région du Chiapas, qui est une région un peu moins touristique et plus pauvre du Mexique, dans le sud du Mexique. Bah, plus proche justement du Guatemala, parce qu'après, on est descendu au Guatemala de là. Et là, en fait, à Mexico, on était un peu sur nos gardes. À Oaxaca, on se sentait vraiment très en sécurité. Enfin, pour le coup. Et puis, il faut dire aussi que ce qui nous a beaucoup rassurés sur le Mexique, c'est que je pense que c'est le pays du monde où on a été le mieux accueillis. Ah ouais. À chaque fois, nos hôtes, nos Airbnb, ils étaient hyper bien accueillis. C'était hyper propre. À chaque fois, on nous faisait à manger. Enfin, les gens étaient trop sympas. On se sentait trop bien. Ils nous donnaient plein de conseils. À Oaxaca, le papa, il nous emmenait carrément, pour pas qu'on prenne le bus, il nous emmenait en voiture et tout en ville. Enfin, et du coup, après, en descendant au Chiapas, on était quand même un petit peu inquiets parce qu'on avait, pareil, en fait, dans chaque pays où on allait, on suivait le site diplomatie.gouv, qui est en fait le site du gouvernement français où il donne tous les conseils, toutes les choses à éviter. Et en fait, il y a une carte de chaque pays avec les zones qui sont classées jaunes. Enfin, il y a verte, mais on n'a jamais fait un pays où c'était vert. Enfin, à part peut-être le Canada et les États-Unis, mais jaune, orange et rouge. Et donc, au Mexique, il y avait quand même pas mal de bandes oranges, donc on a essayé vraiment de rester dans la ligne jaune. Et on avait lu que, en fait, on prenait un bus de nuit pour aller de Oaxaca au Chiapas. C'était quand même, je sais plus combien d'heures, c'était 10-12 heures. Enfin, c'était un long trajet. Comme on a dit, le Mexique, c'est très grand. Et on avait lu qu'il y avait eu plusieurs fois des vols à main armée dans les bus où, en fait, il y avait des miliciens qui arrêtaient les bus, ils rentraient avec leurs armes et, en gros, ils détroussaient les touristes. Du coup, on y était allé vraiment très préparés. Alors nous, tout le tour du monde, déjà, on était très better safe than sorry, enfin vaut mieux se préparer. Mais du coup, par exemple, on avait toujours un portefeuille sur nous avec des faux trucs. Enfin, on avait notre carte d'identité mais pas nos passeports. On avait une carte de crédit mais en fait on en avait 3. Donc on en avait une cachée dans la valise, une cachée dans la poche secrète de mon mari. Et du coup, on se disait, bah voilà, si on se fait détrousser, on a ce portefeuille à donner où il y a un peu de cash, où il y a une carte d'identité quand même et une carte bancaire, donc ça a l'air, on n'a pas l'air d'avoir autre chose de caché. Mhm. Mon mari, il avait un billet de $100 plié dans sa ceinture, parce qu'on nous avait dit, c'est toujours bien d'avoir des dollars américains, parce qu'en fait, peu importe où vous êtes, en gros, cas d'urgence, ça peut servir. Et puis là, du coup, pour prendre ce bus, on avait carrément fait tout un scénario où on avait un sac à dos et un sac à main. Moi, j'avais mon sac à main qu'on pouvait donner, mais on avait caché nos ordis dans un autre sac à dos avec de l'argent qu'on avait mis dans un sac poubelle à nos pieds. Et on avait pris une place au fond du bus en se disant, parce qu'on savait on avait lu qu'ils faisaient ça rapidement quand même, donc ils n'allaient pas forcément jusqu'au fond du bus. Et on s'était dit, ils auront pas le temps de fouiller dans le sac poubelle, quoi. Enfin, on avait été très loin. Au final, on n'a eu aucun souci. Ah, j'adore. J'adore. Et du coup, on est arrivé au Chiapas, à San Cristobal de las Casas. Et en fait, dans notre logement, il était pas du tout bien isolé. C'est vrai qu'on a eu très froid la nuit. Il y avait pas d'eau chaude non plus. Là, on arrive dans une partie du voyage où je crois pendant 3 semaines, un mois, il y a pas d'eau chaude. Parce qu'après, au Guatemala et à Belize, il n'y en avait pas trop non plus. Ah oui, d'accord. Et c'est bien que tu le mentionnes, effectivement, le climat, parce qu'il y a une variété climatique de ce que je voyais au Mexique, du désert au nord, aux forêts tropicales humides au sud, avec certaines zones tempérées, certaines zones désertiques. Donc il y a vraiment voilà, une disparité dans les climats, donc c'est bien que tu le mentionnes. Et vraiment, je repense là à votre préparation par rapport au bus. Ça me rassure un peu, parce que des fois, je me dis... Bon, je pense que je regarde peut-être un peu trop de séries, que des fois je pars un peu trop dans des scénarios, mais ça me rassure. Ouais, non, mais nous, on a été très prudents. Mais en fait, au final, on n'a pas eu de soucis, donc je pense qu'on a peut-être bien fait quand même. Et avant que j'oublie, parce que tu parlais tout à l'heure de la nourriture, enfin les plats que cuisinaient vos hôtes, dans le podcast, j'aime bien parler gastronomie, et le Mexique et la cuisine mexicaine, c'est c'est juste fantastique. Parce que tu vois, j'ai vécu en Californie quand j'étais plus jeune et un peu plus tard pendant mes études, et à San Diego, c'est vraiment juste à côté de la frontière du Mexique, et il y a une forte influence justement de la cuisine mexicaine. Donc, si tu veux bien, on va se plonger un peu dans le sujet, même si
Voilà. Bah, nous, on l'a découvert. En fait, on a découvert aussi la cuisine mexicaine en Californie, hein, quand on était à San Francisco. Parce que pour le coup, c'est vrai qu'en France, on voyait que les tacos, mais en fait, c'est vrai qu'à San Francisco, il y avait des vrais restaurants mexicains. C'est ça, parce que donc il y a les tacos, donc ces petites tortillas garnies de soit de viande, de poisson ou de légumes avec diverses sauces, des options à l'infini. Les enchiladas aussi, où là c'est différent, c'est les tortillas qui sont roulées, mais là on peut avoir aussi des haricots, du fromage, et là c'est cuit au four. Et ensuite, ça je crois que j'en ai jamais goûté, mais il me semble que tu en parles dans ton blog. Les J'adore. tamales, Ouais. ce mélange de pâte de maïs, de viande aux légumes, où c'est enveloppé dans une feuille de maïs, c'est ça? Oui, en fait, c'est enveloppé dans une feuille de maïs. Au final, ça fait peut-être un peu comme de la polenta, un espèce de... Ah, je sais pas trop comment l'expliquer, mais c'était délicieux. Donc ça, vous en avez beaucoup mangé? Ben, mon mari était pas trop fan, mais moi, j'en ai beaucoup mangé, ouais. Après, ce qu'on a découvert aussi, qui est... Enfin, et alors, particulièrement dans la région de Oaxaca, ça s'appelle... Enfin, il y en a partout, mais en fait, chaque région du Mexique, on a une version différente, ça s'appelle le mole, qui est en fait une sauce au chocolat, enfin au cacao. Mais une sauce salée, donc en fait souvent c'est servi avec du poulet, du riz, et c'était trop bon. Et donc en fait le classique c'est c'est le mole negro, donc le noir au chocolat. Et après en fait il y a plein de couleurs différentes, et justement à Oaxaca il y avait du vert, du rouge, du multicolore. Enfin, c'était très bon. Alors c'est peut-être un peu écœurant si on en mange, enfin on peut pas en manger à une grosse plâtrée, mais c'était vraiment délicieux. Ils avaient tous un goût différent. À Oaxaca il y avait aussi des tlayodas. Alors les tacos, bien sûr, ça coûte rien, il y en a partout. Franchement, c'est trop bien, et il y en a plein de différents. Et puis tout, à chaque fois qu'on est près de la mer, il y en a plein au poisson, il y a d'excellents ceviches. Enfin, Avec beaucoup de citron vert, j'imagine. ah oui. Et alors moi, je suis très gourmande, et du coup, j'étais trop contente parce que je savais pas forcément, mais il y avait des churros partout. Et donc, on n'arrêtait pas de commander des churros avec du chocolat. Et en plus, moi, je suis allergique au lactose. Et pour le coup, les churros, il n'y a pas de lait. Et en fait, le chocolat qu'ils faisaient, c'était pas du chocolat au lait, c'était du chocolat noir. Et puis après, il y a toutes les boissons aussi. Bon, c'est des boissons fortes, hein, mais le mezcal. Et ça a un goût assez bizarre, le mezcal. Enfin, c'est assez spécial, Ouais, moi je suis pas très fan. mais ils en buvaient. Enfin, nos copains, justement, avec qui on faisait le jour des morts, ils en avaient dans leur sac à dos. Enfin, c'était... Ah ouais? Et est-ce que vous avez mangé, je crois que j'ai vu ça sur ton blog, des criquets? Oui, oui, oui. Bah, c'est en fait... ça se trouve... Bah, je crois qu'on en a mangé au Chiapas, justement, mais ça se trouve très facilement dans les marchés aussi. C'est un peu comme des chips, enfin un petit snack qu'on mange comme ça. C'était des petits, hein. Enfin, parce qu'après dans le tour du monde, on a vu des gros insectes, et j'avoue que ça me dégoûtait vraiment. Mais en fait, comme c'est petit, ben franchement, Ouais, ça passe. c'était pour goûter, quoi. J'en aurais pas racheté, c'était pas délicieux, mais c'était un peu salé, enfin comme. Des petites chips. Et si on reste, on va dire, dans cette thématique faune et flore, j'ai lu que le Mexique avait une grande richesse de différentes espèces, tout ce qui est les jaguars, les pumas, les quetzals, les toucans, les colibris, les tortues quand on va plus sur cette partie autour de Cancun, et ainsi de suite. Est-ce que vous avez pu observer tout cela? Oui, alors bah, les jaguars, non. Enfin, je pense que c'est quasiment impossible de les voir, mais j'aurais rêvé. Mais je pense qu'ils sont très timides, on va dire. C'est un peu comme les loups. Par contre, beaucoup d'oiseaux, ouais, ça c'était magnifique. Mais en fait, surtout là, j'arrivais. Si je reprends, finalement, on est parti de Oaxaca au Chiapas, et en fait de San Cristobal, on est descendu dans le sud pour visiter les ruines de Palenque, qui sont en fait des ruines perdues au milieu de la jungle. Et ça, c'était vraiment genre incroyable. Et en fait, on a trouvé un logement dans la jungle qui était des espèces de petites cabanes. Et en fait, tout autour du logement, enfin, c'était rempli d'oiseaux, et il y avait notamment des singes hurleurs. On connaissait pas, mais en fait, c'est des singes tout petits, tout mignons, qui font un bruit effrayant de genre gros dinosaures. Mais vraiment, ça fait un boucan pas possible. Et du coup, cette visite était vraiment incroyable. Alors, par contre, c'est le seul moment de notre tour du monde où on a été malade. Ah, c'est vrai? Bah, en fait, du coup, on a repris un bus très long entre San Cristobal et Palenque. Et du coup, on avait pris des gâteaux et des bananes. Mais c'était genre toute la journée, quoi. Et en fait, on s'est arrêté à un endroit où il y avait une pause toilette, et il y avait c'était au milieu de nulle part, en plein soleil, une route où il y avait rien. Il y avait des vendeurs de tacos, forcément. Et mon mari me dit, oh, vas-y, un tacos au poulet, c'est pas trop risqué, le poulet. Et donc, on a mangé le tacos au poulet, et en fait, on a été hyper malade. Donc, dans cette petite cabane dans la jungle. Mais en fait, on est super bien tombé parce qu'encore une fois, l'hospitalité au Mexique,
La gérante de ce petit camping, en fait, était trop, trop sympa. Elle nous a laissé, on a pu rester plus longtemps parce qu'on n'était pas en état de bouger, de partir. Et elle a été trop mignonne. Elle était en ville à la pharmacie, nous chercher des médicaments. Et elle nous a fait des bouillons, des petits bouillons avec du riz et tout pour qu'on se remette. Enfin, genre, c'était trop sympa. On a vachement sympathisé Adorable. avec elle et on est resté en contact d'ailleurs. Mais et du coup, on a au bout de 2 jours, je crois, on a réussi à aller visiter quand même les ruines de Palenque. Mais du coup, c'était vraiment genre en courant aux toilettes et on n'arrivait même pas. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable au Mexique, c'est que à part à Chichén Itzá, qui est la pyramide la plus connue et où il y a le plus de touristes, on peut monter en haut des pyramides. Et là, pour le coup, on a essayé, mais genre au bout de 3 marches, on était incapable de monter plus haut, quoi. Mais du coup, on a passé longtemps dans la jungle et du coup, on a pu observer beaucoup d'oiseaux, beaucoup de singes. Et après de là, quand on est remonté après justement de Belize sur la côte, en fait, on s'est lancé dans notre certification de plongée. Génial. Et en fait, j'ai découvert un sport incroyable. Enfin, c'est juste incroyable d'être sous l'eau et d'être vraiment. C'est pas pareil que le snorkeling parce que là, on est vraiment avec les poissons au milieu d'eux. On a l'impression qu'ils nous voient pas, enfin qu'on les dérange pas. Et du coup, en fait, au Mexique, il y a la deuxième plus. Enfin, tout le long du Mexique et de Belize, justement, il y a la deuxième plus grande barrière de corail du monde après l'Australie. Et enfin, c'est incroyable ce qu'il y a à voir. Parce que du coup, il y a des requins, il y a des poissons, il y a des tortues. Moi, je me suis pris d'amour pour les tortues. Et après, le seul côté un peu négatif, c'est qu'il y a aussi beaucoup de déchets. Donc ça, il y en a partout. Mais là, il y en avait enfin, là où on a fait notre certification, on avait particulièrement beaucoup de bouteilles, de sacs plastiques. Ouais. Et ça me fait penser d'ailleurs, tu vois, de parler de plongée, de snorkeling, aux cénotes, donc ces fameux gouffres qui se forment lorsque le plafond des réseaux souterrains s'effondre et ça donne ainsi accès à des lacs et des rivières souterraines. Et donc ça, il y en a beaucoup au Yucatan. Est-ce qu'il y aurait a priori plus de 10 000 cénotes? Et est-ce que vous avez pu aller les voir? Oui, oui, oui. Franchement, il y en a plein. On avait loué des vélos, on en avait fait pas mal à vélo. Toujours très, très impressionnant. Il y en a pas mal où on peut se baigner aussi. Il y en a où il y a des petites tortues. Il y en a où il y a des chauves-souris parce que c'est vraiment... il y en a où c'est vraiment dans le noir avec les chauves-souris au plafond. Il y en a où au contraire, il y a vraiment un puits de lumière. On a presque l'impression d'être dehors. Enfin, ils sont tous très différents et franchement, c'était super. Alors ça me fait rêver, tout comme ce que tu mentionnais tout à l'heure avec Chichén Itzá, où donc, c'est une ancienne ville maya située entre Valladolid et Mérida, où ça a été a priori pendant très longtemps le principal centre religieux du Yucatan, et c'est un des sites touristiques les plus visités du Mexique. Est-ce que tu dirais que c'était un de tes préférés, un des plus impressionnants, ou au final, les autres, parce que tu disais que vous aimiez beaucoup les ruines et tous ces anciennes villes mayas, est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur? Oui, franchement, c'était beau, mais c'était pas le plus impressionnant. En fait, ce qui est dommage, c'est que du coup, il y a cette pyramide qui est une des nouvelles merveilles du monde. Après, nous, on a adoré toutes les ruines qu'on a vues. Il y en a d'autres dans le Yucatan. Il y a aussi à Tulum, où c'est sur le bord de plage. Mais c'est vrai que celle qui nous a plus marqué au final, au Mexique, c'était peut-être Palenque, même si on était très malade, parce que c'était dans la jungle et que là, pour le coup, il y avait les singes, il y avait les oiseaux. Enfin, on avait vraiment l'impression d'être dans Indiana Jones. Et Teotihuacan, le premier qu'on a fait, c'était peut-être le plus grand et il y avait des temples vraiment très bien conservés, très très impressionnants. Et après, du coup, on sort du Mexique, mais Tikal au Guatemala, c'était, je pense, le plus impressionnant. Puisque pour le coup, il est immense, il y a des pyramides immenses, et il est aussi dans la jungle, exactement comme Palenque. Enfin, c'est les mêmes oiseaux, les mêmes singes, c'est pas très loin en fait. Enfin bref, il y en a plein à voir, mais Chichén Itzá, ça vaut vraiment le coup d'y aller. Faut juste pas s'arrêter à la pyramide, explorer tout le site, forcément. Bien sûr. Et c'est drôle que tu mentionnes ce temple au Guatemala parce que j'aime bien parce que toutes les histoires commencent à se recouper. J'ai fait un épisode de podcast avec Luciana où justement elle nous explique aussi que ce temple au milieu de la jungle l'avait énormément marqué. Donc tout ça me fait rêver. J'aimerais bien qu'on termine avec une petite anecdote, enfin une activité dont tu parles aussi sur ton blog. C'est les matchs de Lucha Libre, voilà, au Mexique. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah c'était dans la ville de Mexico et c'était très drôle. En fait, la lucha libre, c'est un match de catch. Les personnes qui se battent sont entièrement déguisées. Enfin, en fait, elles ont leur visage surtout qui est masqué par des masques très colorés. Enfin, ça fait partie de du show, quoi. C'est leur tenue. Et en fait, ils perdent s'ils perdent, ils sont démasqués, en gros.
La honte ultime, c'est d'avoir son visage découvert. Et en fait, tout est complètement scénarisé. C'est vraiment un spectacle. Et il y a une ambiance de malade parce qu'en fait, dans le stade, il y a même des insultes et des chansons insultes que les gens se lancent et selon où on est assis, il faut dire quelque chose ou pas le dire. Excellent. Oui, en fait, c'est presque un spectacle de son et lumière, quoi. Il y a des canons, des feux, des danses, de la musique partout. C'était vraiment une super expérience. Super. Donc en fait, si on devait résumer votre voyage au Mexique, même si vous avez eu quelques frayeurs, au final, ce que tu en retiens, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe, mais c'est beaucoup cette hospitalité, cet accueil très chaleureux et la gentillesse des gens, et puis toute cette variété de paysages, au final, ça reste malgré tout un de tes pays coup de cœur. Oui, bien sûr. En fait, on n'a même pas vraiment eu de frayeur ou de galère. C'était beaucoup plus facile que ce qu'on s'imaginait, je pense. On a été malade une fois, et c'était la seule fois du tour du monde, mais c'était vraiment, je veux dire, faut pas manger des tacos sur un trajet de bus où il y a rien autour et c'est en plein soleil. Mais non, franchement, c'était vraiment une super expérience. C'est très facile de s'y balader. Et les paysages sont incroyables. Les ruines, ça c'est vraiment peut-être quelque chose auquel on s'attendait pas, qui nous a vraiment fascinés. Et puis ça vaut trop le coup de faire de la plongée. Enfin, c'était vraiment incroyable. Et après, encore une fois, on n'a fait qu'une toute petite partie du Mexique parce qu'il y a aussi la côte Pacifique qui a l'air incroyable, donc la Baja California, où il y a des baleines, où il y a du surf. Ça a l'air juste fou aussi, mais c'est de l'autre côté, complètement de l'autre côté du coup. Ça fait rêver. Et si on continue à parler de rêve, justement, ton livre me fait tellement rêver, donc on va passer là-dessus. Donc peut-être pour expliquer tes débuts avec l'écriture, est-ce que tu as toujours aimé écrire? Il me semble que c'est devenu ton métier aussi. Et est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, en fait, quand j'ai commencé à lire vers 6-7 ans, ça a été vraiment une découverte d'une passion, on va dire. À 7 ans, j'ai écrit une petite histoire, ça faisait genre une page, et je me suis dit, je veux devenir autrice. Et en fait, j'ai pas arrêté de le dire après, et puis mes parents n'ont fait que me dire, ce n'est pas un métier. On ne gagne pas sa vie en étant autrice. Et puis après, j'ai réfléchi quand j'étais au lycée, j'avais pensé à journaliste, et puis après, j'ai découvert les métiers de l'édition, et donc je me suis orientée vers ça pour mes études, et je suis devenue commerciale dans l'édition du coup. Et j'avais toujours cette histoire que j'avais écrite quand j'avais 7 ans, qui me trottait dans la tête, que j'avais réécrit quand j'avais 13 ans. Et du coup, comme en rentrant du Tour du Monde, on n'avait rien, j'ai dit à mon mari, je veux me prendre 2-3 mois et je veux écrire ce livre. Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc j'avais mon brouillon. Et après, ça a été beaucoup plus compliqué parce qu'il y a eu 9 mois de réécriture. C'était très très long. Mais à la fin, j'avais mon manuscrit qui était fini, qui était recorrigé. Je voulais qu'il soit parfait parce que comme je travaillais dans l'édition, je savais que en fait, il y a des milliers, des millions, peut-être même de manuscrits qui sont envoyés aux éditeurs. Je savais que c'était long, que y aurait, si se trouve, il y aurait rien. Et pendant que j'étais en CDD, j'ai eu finalement 1 an et demi, donc après avoir envoyé mon manuscrit, j'ai eu un retour d'un éditeur. Du coup, voilà, j'ai signé donc pour mon premier roman, Les Sorcières de Lacrima, qui est un roman pour les 8-12 ans. Donc là, j'étais euphorique. Du coup, j'avais décidé pendant le tour du monde qu'en rentrant, j'écrirais. Et puis, quand on a fait un volontariat au Zimbabwe, avec donc c'était trop bien, c'était 2 semaines pour la protection des rhinocéros. C'était un truc incroyable. Et en fait, on a une copine qui nous avait rejoint. Et elle était venue avec un livre dont vous êtes le héros. Mais voilà, vraiment le livre des années 80, l'épopée fantastique avec des dragons, des épées, qui était très compliqué à jouer parce qu'en fait, il fallait des dés. Et du coup, elle m'avait laissé ce livre. Donc, je commençais à le lire dans le bus. Je disais à mon mari, franchement, le concept est quand même chouette et tout, mais... Et puis d'un coup, je me dis, imagine s'il y avait ça, mais en fait, on était un voyageur et on faisait le tour du monde. Et puis, j'ai commencé à y penser, puis à me dire, non, franchement, c'est une trop bonne idée. Et je me disais, mais quand même, mais c'est impossible à écrire. Comment on fait pour écrire un livre comme ça, avec plein de cases et tout. Et je réfléchissais, puis je voyais pas. Et en fait, ma cousine était partie pour un tour d'Amérique du Sud. Et je me suis dit, je vais peut-être lui proposer, parce que depuis qu'on est petite, je lui lance des idées un peu folles, et à chaque fois, elle me suit. Et du coup, je lui ai dit, écoute, déjà, ça va être hyper galère. Il y a quasi aucune chance qu'on soit publié. Ça va être un travail monstre. Et elle m'a dit, non, mais vas-y, je suis trop chaude, ça a l'air trop bien. Et en plus, ça se complétait parfaitement parce qu'elle avait fait l'Amérique du Sud que je n'avais pas fait. Et en fait, elle n'est pas du tout dans l'édition, l'écriture, mais elle a un esprit beaucoup plus pragmatique. Et elle a trouvé un logiciel qui nous a permis, en fait, d'avoir toutes nos cases et tous les chemins entre les cases.
Parce que forcément, à chaque fois qu'on faisait une modification, ça changeait toute l'histoire, en fait. Et du coup, on a commencé par faire toutes nos cases et le scénario à l'oral. On l'a fait tester pendant le Covid, en fait, ça tombait plutôt bien. Pendant le Covid, on l'a fait tester à des gens en leur faisant tout le déroulé de l'histoire à l'oral pour voir si les questions marchaient bien, pour voir s'ils n'allaient pas tous au même endroit. Et une fois que c'était plus ou moins calé, on a commencé à écrire. Elle est venue plein de fois, on a fait des week-ends horribles où on faisait que travailler, genre on travaillait jusqu'à 3 heures du mat. On avait écrit les premiers pays, mais en fait c'est très très long à écrire. Puisque chaque paragraphe qu'on écrit, il faut s'assurer que c'est cohérent avec les 5 autres paragraphes dont on peut venir. Et après, on a refait une grosse série de tests parce qu'on voulait être vraiment... Parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui marche pas et tout est faussé. Et en fait, notre seul paramètre, parce qu'on voulait pas faire un truc compliqué, on s'est dit, c'est pas un livre pour les aficionados de livres-jeux ou de Donjons et Dragons, quoi. C'est vraiment un livre qu'on veut que tout le monde puisse lire. Mais pour que ce soit quand même drôle, il faut quand même qu'il y ait des petits paramètres qui font des variations. Donc en fait, on a juste fait 5 sacs à dos. Donc la seule chose à retenir, c'est son numéro de sac. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel parce que je m'y attendais pas du tout. Et donc, c'est vrai, quand on commence à lire le livre, on nous propose, ben voilà, vous prenez tel ou tel sac. Et pour donner une petite idée aux auditeurs, auditrices, sans tout dévoiler, mais par exemple, vous avez un sac à dos qui va être plus léger dans les essentiels, un sac à dos où il va y avoir une petite trousse à pharmacie. Et moi, tout de suite, je me suis dit, ok, il faut que mon sac, il ait une trousse à pharmacie parce que j'ai un côté un peu... à vouloir me préparer à toutes les éventualités, dira-t-on. Et c'est super drôle de se retrouver après au fil des aventures, de se dire ah mais si vous aviez pris tel sac, vous partez dans telle aventure, si vous aviez pas pris tel sac, vous partez là. Et c'est d'avoir eu cette idée, c'est génial. Et merci de nous livrer aussi un petit peu les backstage de la préparation d'une telle écriture, parce que ça change d'une écriture classique, dira-t-on, d'un parcours assez linéaire. En fait, on l'a envoyé en se disant, enfin, j'ai dit à Maxime, tu vois, ça va prendre 1 an et demi. 1 mois après, on avait une réponse positive. Et 1 mois après, on avait signé le contrat d'édition. Enfin, vraiment. Incroyable. Et en fait, ils nous ont dit, bah, nous, on a adoré. Et on s'est dit, on veut pas que ça parte ailleurs et on veut signer vite. Et en fait, après, l'éditrice m'a dit, mais je m'étais pas du tout rendu compte de la complexité à le corriger. Alors, heureusement, ils nous ont fait aucune grosse correction. C'est-à-dire qu'elle a vraiment compris qu'il fallait pas changer les cases. Enfin, il fallait pas changer le cours de l'histoire, mais il y avait beaucoup de corrections. Forcément, il y a toujours beaucoup de corrections pour un livre. Mais il est arrivé et il est fini. Donc, c'est trop chouette. Oui, c'est incroyable tout ce travail. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où vous vous êtes senti peut-être découragé? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes motivé à le finir? Bah, au début, on était super motivés. Et après, je pense qu'on avait déjà fait tellement de travail que c'était plus possible d'aller en arrière. Enfin, c'est plus sur la fin, là. J'avoue que là, je suis très content qu'il soit sorti parce qu'en fait, après les corrections, il y a aussi tout le marketing et là, on a fait des soirées de lancement. Enfin, c'était trop chouette, mais c'est vrai que là, j'avoue qu'il me sort un peu par les trous de nez, mon livre. Bah, c'est bien aussi, tu vois, j'aime bien que le podcast aussi permette d'aborder différentes facettes de plein de sujets, et je trouve ça hyper intéressant tu vois, il y a un épisode de podcast qu'on a fait sur la lecture, j'ai fait un épisode avec Nathalie où elle nous explique l'écriture de son livre aussi, où ça a été très libérateur par rapport à son histoire, mais voilà, il y a aussi tout ce revers de la médaille de l'écriture avec le démarchage, comme tu l'expliquais, où ça prend du temps avec les maisons d'édition. Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus au final dans ton métier, où là, t'es plus du côté édition, mais t'as quand même cette facette écriture en tant que... D'ailleurs, je sais jamais la différence entre autrice, écrivaine, la nuance. Pardon, je t'ai posé 20 questions en une. Enfin, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais ce qui a été compliqué aussi, c'est que j'ai repris un travail à plein temps dans l'édition. Et en fait, c'est hyper dur d'avoir à la fois ce travail d'écriture qui est en fait un travail à plein temps déjà, et un travail à plein temps et maman de 2 jeunes enfants. Parce qu'en fait, on ne gagne pas d'argent. Enfin, les gens ne le savent pas non plus, mais je pense qu'il y a 7% des auteurs qui se dégagent un salaire, ou peut-être même pas 10%. Mais pourtant, c'est vraiment ma passion et j'aimerais vraiment réussir à en vivre. Mais je sais que ça va pas se faire tout de suite, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue parce que pour réussir à en vivre, il faut écrire beaucoup de livres. Mais pour écrire beaucoup de livres, il faut avoir du temps. Là, à titre d'exemple, sur Voyage Voyage, bon, on est 2 autrices, mais on gagne 90 centimes par livre vendu. Donc voilà.
Et ça, tu vois, c'est le revers de la médaille, comme on disait, parce que, pareil, mon amie Nathalie qui Bah ouais, a c'est lancé son vraiment un livre, travail patient. elle Mais en l'a fait, parce que auto-publié pour personne dans les l'instant, livres parce que se... comme tu Enfin, l'expliquais, ça les prend éditeurs, beaucoup de ils ont temps pas non avec les plus beaucoup maisons d'argent. C'est pas très d'édition. bien payé de travailler dans Et pareil, quand l'édition. elle me Les libraires, racontait ce qu'elle encore gagnait pire. par livre, je trouve Mais, ça... mais à la fois, c'est dingue de se dire, bah là, je vais en magasin et il y a mes livres dans les magasins. Mais alors là, on commence à avoir pas mal de retours, donc c'est chouette. Parce j'avais peur aussi parce que c'est un concept. En fait, c'est un livre très risqué aussi parce que c'est un concept qui n'existe pas vraiment. Enfin, et du coup, c'est pas du tout un roman classique. Enfin, je savais pas si les gens allaient vouloir le lire et en fait, ou si les gens allaient se lasser. Enfin, on a essayé vraiment de le faire de façon de pas non plus trop donner d'infos, que ça reste dynamique, mais c'est pas facile de trouver la balance. Et en fait, ça a l'air de bien fonctionner, donc on est super contente. Mais vraiment, moi, c'est un... Et je dis pas ça juste pour te flatter, parce que là, t'es avec moi dans le podcast, mais vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas eu un tel coup de cœur, parce que comme tu dis, en fait, ça n'existait pas. Sur ce schéma, je me dis, pour les gens qui aiment voyager, peut-être même aussi les gens qui ont peut-être du mal à se lancer dans les lectures de longs romans, en fait, on peut le prendre, on fait une aventure de quelques pages, on le repose, on repart sur un autre pays. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est très... comment je pourrais dire ça? C'est très révélateur de nos personnalités, je trouve. Parce que tu vois, moi, quand je voyage, j'ai peut-être ce côté très... à beaucoup planifier, à faire en sorte que tout rentre dans les cases. Et au final, j'ai vu au début dans la première aventure que j'ai faite, parce que là, je suis arrivée à la fin d'un premier voyage et j'ai recommencé un nouveau voyage. Et le premier, je me suis dit, j'étais trop stricte dans mes choix, j'étais pas assez spontanée et voilà, l'aventure a vite pris fin. Et là, cette deuxième aventure, j'essaie de me challenger un peu et de me dire, ok, peut-être que dans la vraie vie, j'aurais pas fait tel choix, mais là, je vais me challenger et faire d'autres choix et ça m'amène vers d'autres aventures. Et il y a un peu cet effet papillon aussi de se dire dans nos vies, si on n'avait pas si on n'avait pas pris telle décision, peut-être qu'on aurait terminé dans tel endroit. Vous êtes peut-être partis dans des débats un peu philosophiques quand vous avez écrit le livre, non? Bah, ça va. On s'était surtout concentré sur quelque chose de plausible et on voulait apprendre des choses aux gens qu'ils l'apprennent par eux-mêmes, en fait. Qui voient que les conséquences de telle action et en fait donner des conseils sans être voilà, juste on déballe nos conseils. En fait, c'était voilà, que les gens comprennent que s'ils avaient peut-être fait ça, ils seraient pas passé ça, mais s'ils avaient pas pris ce risque-là, ben ils auraient pas eu cette super expérience-là et faire une balance entre les deux. On a aussi voulu donner des informations sur les pays, mais qui sortent un peu des informations touristiques. On a parlé que de choses qu'on a vécues, donc on a bien fait attention à ça. Et on a voulu parler un peu de politique, de faits historiques. On a aussi voulu parler de l'environnement, de la condition des animaux, les égalités hommes-femmes, condition des enfants. Enfin, voilà, on a voulu parler aussi des sujets un peu plus touchy dans certains pays, mais qui nous paraissaient importants, sans trop en dire non plus, parce que voilà, le but c'est aussi que ça donne envie aux gens d'y aller et qu'ils fassent leur expérience par eux-mêmes aussi. Mais on s'est dit que c'était un bon livre à la fois pour des gens qui seraient en voyage, qui veulent l'emmener en voyage, pour des gens qui auraient envie de partir, mais peut-être qui osent pas. C'est un peu une façon d'essayer, on va dire, et d'avoir des idées, des conseils. Et puis aussi, pour les gens qui ont pas envie de voyager, mais qui ont envie de voyager en restant de chez eux sur leur canapé, quoi. Et ça peut être à la fois un livre qu'on emmène, à la fois un livre qu'on offre. Enfin, ouais. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr qu'à offrir à des amoureux du voyage, des gens qui aiment lire ou n'aiment... Ou du jeu, même, en fait. Exactement, et puis moi, ce que j'ai adoré, c'est tu l'as peut-être ressenti là dans le podcast, mais c'est avec les petites anecdotes, où effectivement, vous essayez de sortir des sentiers battus. Et est-ce que toi, tu dirais que, tu vois, on parlait tout à l'heure de choix, que dans ta vie, des fois, t'as fait des choix décisifs et peut-être que ça aurait pu changer complètement ta Je vie? pense Est-ce déjà qu'il y en l'idée a de un qui te partir en vient en tour du tête? monde, ça n'a pas forcément été facile parce que c'est vrai que ça n'a pas été peut-être non plus très bien accueilli par nos familles, notamment déjà de s'expatrier, ça fait un peu peur à tout le monde. Mais c'était au moins on s'expatriait pour travailler, on avait une situation stable, on va dire. Et le fait de tout laisser tomber pour partir en tour du monde, c'était beaucoup de mais vous retrouvez pas de travail, mais nanana. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous aurez assez d'argent? Comment vous allez faire en revenant? Et en fait, c'était la meilleure décision qu'on ait prise. Enfin, c'est vraiment la meilleure chose, excluant mes enfants. Bien sûr, faire mes enfants, c'était la meilleure chose de ma vie, mais
partir en tour du monde, et même m'expatrier, c'était déjà une première étape, mais partir en tour du monde, c'était vraiment incroyable et à la fois hyper libérateur. C'était si facile d'avoir que un sac à dos, en fait, et de plus avoir de logement, de pas avoir de facture, de pas vraiment aucune responsabilité, en fait, et rien à gérer d'autre que soi et où on a envie d'aller. Enfin, on était à deux, donc il fallait quand même prendre ça en compte, mais d'avoir juste, c'est quelques petites affaires dans son sac à dos et c'était trop bien et c'était une parenthèse géniale. Et d'ailleurs, j'ai jamais été en aussi bonne santé que pendant ce tour du monde. Je pense juste parce qu'on n'était pas stressés. Enfin, il y avait pas de... C'était vraiment, on se laissait porter. Et à la fois, c'est pas non plus des vacances. Voyager comme ça, c'est pas, c'est presque un job à plein temps parce que en fait, il faut toujours planifier où on va et ce qu'on va faire. Et puis nous, on s'est quand même, je sais pas si, à refaire, je sais pas si on le referait, mais on s'est quand même cassé la tête avec ce blog où au final, ça nous a pris énormément de temps. Et à la fois, c'est trop bien parce qu'en fait, c'était il y a 5-6 ans maintenant et il continue de tourner, les gens continuent d'aller dessus et nous envoyer des messages. Merci, j'ai fait ça grâce à vous et en plus, ça nous a aussi financé quand même une partie du voyage. Mais du coup, c'était beaucoup faut poster sur les réseaux, faut écrire ça. Et d'ailleurs, on n'a toujours pas fini. Il nous reste encore 2 articles à poster sur l'Afrique. Enfin, en tout cas, ouais, je pense que c'était une super décision et c'était un choix qui a pu paraître un peu peut-être pris à la légère, mais en fait, non. Et au final, on avait quand même prévu un matelas d'arrivée, on va dire. On avait prévu un petit peu d'argent pour justement payer une première caution pour reprendre un appartement. Et au final, c'était pas du tout plus dur de retrouver du travail. Ça a toujours été valorisé dans les entretiens qu'on a passés. On n'a jamais eu genre, mais vous avez pas travaillé pendant 3 ans. C'est genre, ouais, c'est trop bien ce que vous avez fait. Ça a dû vous apporter plein de choses. Ça a été très facile à mettre en avant. Et ouais, franchement, c'était vraiment une super décision. Mais comme de s'expatrier aussi, je pense que tout le monde devrait essayer de s'expatrier une fois dans sa vie parce qu'en fait, c'est dingue. Et c'est pas du tout la même expérience d'ailleurs de voyager même en sac à dos et de s'expatrier, de pouvoir vivre... travailler dans une autre langue, travailler dans une autre culture, c'était trop chouette aussi. Donc s'il y a un choix à faire, je pense que le choix du voyage, c'est toujours un bon choix. Ça pourrait résumer l'épisode, le choix du voyage est toujours le bon choix. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu pourrais nous dire là, dans tous les pays que tu as fait, donc là on a parlé du Mexique où c'était un de tes pays coup de cœur, mais est-ce que si tu devais en retenir un seul, ça serait lequel de votre tour du monde ? En vrai, on a adoré tout ce qu'on a fait. Enfin, franchement, tout était super kiffant et tous les pays qu'on a visités avaient des trucs trop chouettes. Il y a un pays qui nous a marqué pour le côté... vraiment, quand j'imagine le paradis, c'était la Polynésie française. On aimerait vraiment y retourner peut-être dans 10 ans pour faire une année scolaire avec les enfants. Y vivre 1 an, si on y arrive. Si on arrive à organiser ça, ce serait vraiment super. Et donc voilà, ça c'est un pays qui nous a vraiment marqué pour ça parce que c'était vraiment magnifique. Les paysages, tant la culture, la nourriture, ça on ne savait pas du tout, mais c'est un des pays où on a le mieux mangé. L'hospitalité des gens, enfin c'était incroyable et c'est tellement reculé et c'est tellement grand aussi, il y a tellement d'îles à visiter. Après, le Mexique, enfin le jour des morts, le fait de faire le jour des morts au Mexique, c'était vraiment un des moments forts du tour du monde. Et après, sinon, franchement, tout était vraiment bien. Il y a un pays où on a regretté de ne pas avoir eu plus longtemps, c'était le Cambodge, où on s'attendait pas à ce que ce soit autant un coup de cœur. Et pour le coup, on s'est dit, ah mince, c'était vraiment... Enfin, on avait calé en fait ce qu'on faisait après, donc on ne pouvait pas rester plus, mais c'est vraiment un pays où si on était arrivé comme ça, sans le billet derrière, on serait sûrement resté 1 mois ou 2, je pense. Et je ne peux qu'approuver vu que j'y ai vécu pendant 3 mois et c'est vraiment aussi un de mes pays coup de cœur. Et j'ai une petite idée pour la prochaine invitée pour le podcast sur le Cambodge, donc je ne spoil pas, je croise les doigts pour l'inviter et parler. Et après, je dirais juste aussi, l'autre expérience la plus folle qu'on a fait, c'était quand même ce volontariat en Afrique, où, pour la protection des rhinocéros, où en fait, on faisait du camping sauvage dans la réserve. Enfin, c'était vraiment une expérience incroyable qui vaudrait le coup d'en parler pendant des heures aussi. Et on a eu la chance, en fait, qu'il y ait un déplacement de rhinocéros au moment où on y était. Donc, il y a le vétérinaire spécialisé des rhinocéros qui est venu avec un hélicoptère pour justement endormir le rhinocéros. Après, il a été déplacé dans un camion. Enfin, et nous, on était là juste à regarder tout ça. Et c'est vraiment un truc qu'on reverra jamais dans notre vie et qui se passe pas souvent, qui est très rare. Et c'était vraiment incroyable. C'est ce que j'allais dire, le mot incroyable de toutes ces expériences que tu as vécues et que justement tu nous livres dans cet ouvrage. Oui, je suis très heureuse. Finalement, c'était pas du tout prévu d'en faire un livre parce que je me disais,
tout le monde me disait ah bah tu pourrais écrire un livre sur ça, et je me disais bah non, il y en a plein, enfin il y a plein de livres sur les tours du monde, on a un blog où enfin on raconte déjà, et en fait d'avoir eu cette idée pour le raconter autrement, c'était vraiment c'est trop bien qu'il y ait ça qui en soit sorti, quoi. Puis ça vous fait un bon souvenir même pour tes enfants plus tard, parce que j'imagine que la plupart des... Enfin, les trois quarts... On s'est inspiré beaucoup de choses qu'on avait vécues ou qu'on avait vues. Tout ne nous est pas arrivé. Et heureusement, parce que vous allez voir. Non, tout ne nous est pas arrivé. Par contre, on s'est beaucoup inspiré peut-être d'autres choses qu'on avait entendues ou qui sont arrivées à d'autres voyageurs. Mais non, tout ne nous est pas arrivé. Mais c'est quand même inspiré. Enfin, oui, si, il y a quand même des trucs qui nous sont arrivés, c'est sûr. Mais ça nous est pas arrivé exactement comme ça. Enfin, on laisse du suspense pour oui. pour les futurs lecteurs. Je sais que j'arrête pas de dire je termine, mais j'ai encore une question par rapport à ton compagnon, parce que c'est quand même une chance, j'imagine, de trouver quelqu'un qui aime autant voyager que soi. Est-ce que dès le début, tu as compris qu'il était autant passionné par les voyages que toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu petit à petit ? En fait, on s'est rencontrés en voyage déjà, pour commencer. Alors, c'était un camp de vacances pour apprendre l'anglais. Donc moi, j'avais 14 ans, lui, il avait 16 ans, en Irlande. Et en fait, on y était grâce à ma cousine, parce qu'en fait, c'est les grands frères de ma cousine y avaient été. Et elle y avait été envoyée l'année d'avant par ses parents. Et on avait voulu y aller ensemble. Mais en fait, son père avait refusé parce qu'il avait dit qu'on ferait que parler ensemble en français, du coup. Et du coup, moi, j'avais supplié mes parents pour y aller. Et je pense qu'ils avaient dit OK parce qu'ils avaient vu que, voilà, leur neveu et nièce y avaient été aussi. Et en fait, mon mari s'était fait punir parce qu'il avait des mauvaises notes en anglais. Donc lui, il y allait vraiment pas content. Et son père lui avait dit arrête, tu rencontreras peut-être la femme de ta vie. C'est pas vrai. Et donc on n'a pas, enfin voilà, on est devenus amis, et en fait on a commencé à sortir ensemble quelques années plus tard, mais on était jeunes quand même. Hein. Moi j'aurais pas pensé que je rencontrais mon mari à ce moment-là. Moi j'avais 19 ans et lui 21. Mais je sais pas. Alors lui du coup il avait déjà voyagé. Je pense pas qu'il se serait expatrié à San Francisco ou à Londres, ou qu'il aurait fait un tour du monde si j'étais pas venue avec cette idée. Et je pense qu'à chaque fois, il s'est dit, c'est un peu fou, on fait pas ça. Et puis bon, après, il s'est laissé convaincre et il a pas regretté, ouais. C'est super. Donc les voyages ont été très présents dès le début de votre aventure. Oui, et peut-être dans tes projets un autre livre. Oui, bah alors du coup, mon livre jeunesse qui est sorti en septembre de cette année pour les 8-12 ans, je viens de signer pour la suite qui va sortir en 2025. Génial. Après, je dois avouer que Voyage, au début, on s'était dit ça pourrait vraiment faire une série, parce qu'on pourrait faire camping-car en Europe, voyager sac à dos en Asie. Mais je pense qu'on va se laisser un peu de temps parce que c'était vraiment du gros travail. On va voir si on s'en dégage un salaire, si tout le monde l'achète, peut-être qu'on fera une suite, mais c'était quand même beaucoup de travail. Mais franchement, il y a matière, et même d'en faire une version pour enfants, peut-être. Enfin, je sais pas, il y a vraiment plein de choses à faire autour. Donc, complètement, c'est tout ce que je te souhaite, et bien évidemment je mettrai en lien toutes les ressources pour ton livre pour les enfants, pour Voyage, et encore merci pour ton temps de partager tout ça. En tout cas, nous, si vous voulez nous soutenir, ça nous aiderait beaucoup d'acheter le livre, de l'offrir, d'en parler autour de vous, et si vous y pensez à nous mettre des petits avis en ligne, ça compte pas mal aussi dans les ventes de livres. Il y a plein de sites d'avis en ligne pour les livres ou sur les sites marchands, mais enfin, ça peut aider en tout cas. Et bien sûr, comme je suis dans l'édition, plutôt d'aller l'acheter chez votre libraire indépendant et d'en parler à vos libraires indépendants. Ça fait une grosse différence aussi. Complètement. Encore merci Clémentine. Merci à toi. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt. Merci à vous. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a permis de vous évader, de voyager, avec des pistes et des idées pour prendre soin de vous. N'hésitez pas à évaluer ce podcast et à le partager. À bientôt.